Bonsoir, bienvenue à tous, vous êtes sur la tête à Papineau, l'épisode 41. Je suis Loïc, je serai votre animateur pour cet épisode. Je suis aussi avec Julie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis aussi avec Marika. Bonjour. Et je suis avec Gwen. Hello. Tout le monde va bien ? Très bien. Super. Oui. Parfait. Alors, avant qu'on démarre le vif du sujet, on va discuter des derniers événements de Bistro Brain. Donc, à Sherbrooke, on a eu le 5 février, donc au Bocquet-Bière, fête quantique et avec un nombre record. Est-ce que vous savez combien on était juste parmi vous ici ? Quel est le nombre record de cette saison ? Cette saison ? Ouais, cette saison. Combien on a atteint avec fête quantique ? Ah, bah je le sais, alors je vais pas le dire. Ok. Gwen, tu veux t'essayer ? 100 personnes. Presque. Marika ? J'ai près de 200, je dirais. Marika, t'es plus proche, on était à 170, vous étiez énormément à cet événement. Donc c'est, comme je disais, le record de la saison. Donc si jamais vous voulez revoir les différentes présentations, c'est sur la chaîne YouTube, vous pouvez y accéder quand vous voulez, et il y a tous les épisodes et aussi l'émission complète. Donc pour cet épisode, on va d'abord avoir Marika qui va nous présenter une chronique. Est-ce que tu veux nous dire un peu sur quoi tu vas parler, Marika ? Oui, donc je vais aborder avec vous comment on peut prévenir les inondations. Après, on va donc avoir l'entrevue avec Julie qui nous reçoit donc Gwen. En effet, je vais recevoir Gwendoline Marbach, mais j'en dis pas plus parce qu'on la présentera tout à l'heure. Ok, parfait. Donc Marika, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup Loïc. Donc, je commencerai ma chronique avec une question brise-glace. Est-ce que, tout comme moi, vous avez toujours rêvé de pouvoir aller travailler en canot ou en kayak? Non. J'ai des très mauvaises expériences avec le kayak. Je me suis retourné une fois et depuis, je veux plus y retourner. Mais après, c'est un kayak seul. Si c'est un kayak à deux, peut-être. Moi, j'ai pas rêvé, mais j'avoue que ce serait quand même le fun. En fait, ça me fait penser tout de suite à l'île de Vancouver où je me dis, tu vois, tu sors de ton île et là, tu peux aller bosser en kayak. Voilà. Moi, je vous dirais qu'en tant que biologiste, j'ai toujours eu un petit coup de cœur pour ça. J'ai travaillé un été comme sauveteur sur une petite plage dans les Laurentides. Puis j'avais un collègue qui travaillait dans une maison d'hébergement sur le bord de la rivière. Puis il disait, ça me prend exactement, je pense, 92 coups de pagaie pour me rendre de ma maison à mon travail. C'était calculé au coup de pagaie près. J'étais comme, moi aussi, je voudrais faire ça. Mais bref. Lorsque ça devient une nécessité, parce que notre maison est inondée, c'est un peu moins joyeux comme moment de sortir de chez soi, en canot par exemple. Donc aujourd'hui, je voulais aborder avec vous la prévention des inondations qui sont malheureusement de plus en plus fréquentes au Québec. Vous pouvez penser à la fin de la tempête tropicale Debby qui a causé des inondations au mois d'août 2024. Mais il y a également les inondations printanières qui ont lieu en 2017 et en 2019. Donc, vous avez peut-être des images en tête. Donc, on peut se demander comment on peut prévenir ces inondations. Il y a différentes stratégies. Ça peut être en érigeant des murs, en creusant des digues pour éviter l'infiltration d'eau. Il y a aussi plusieurs solutions à explorer du côté de l'aménagement du territoire de nos villes. Mais il y a des chercheurs qui se penchent sur l'optique de conserver les territoires naturels afin de prévenir les inondations. Maintenant, si je vous dis, imaginez-vous en ville lors d'une pluie torrentielle. Vous êtes entouré d'asphalte et de béton. Les grandes quantités d'eau ne peuvent donc pas être absorbées parce que les sols sont imperméables. L'eau va donc s'écouler jusqu'à un égout ou un cours d'eau, et c'est ce qu'on appelle le ruissellement. L'accumulation d'eau causée par le ruissellement d'eau qui serait trop important peut être la cause d'une inondation. Les végétaux, ils sont nos alliés dans la prévention des inondations, puisqu'en effet, ils peuvent permettre une grande absorption de l'eau et ils peuvent retenir les excès des précipitations ou diminuer le ruissellement vers l'aval, donc dans le sens de l'écoulement de l'eau. Petit fun fact, je pense qu'il y a un arbre au Québec, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est l'érable doré ou quelque chose comme ça, qui a été interdit. En fait, c'est interdit de le planter autour des maisons parce que justement, il pompe beaucoup trop d'eau dans le sol et donc il assèche et donc c'est mauvais pour les fondations. Mais dans ce cas-là, peut-être que ce serait positif du coup. Mais comment savoir dans quelle direction va s'écouler
l'eau lorsqu'on parle du ruissellement. Si je vous dis bassin versant, est-ce que vous savez concrètement de quoi s'agit-il? Sinon, Aucune idée. moi non plus, j'aurais pas su avant de dire est-ce que tu as une idée, Non. Gwen? Ok. Donc, concrètement, on dit qu'un bassin versant, c'est l'ensemble du territoire dont les eaux vont alimenter un cours d'eau. Donc, on peut parler d'un lac, d'une rivière, d'un fleuve. Donc, il y a différentes échelles de bassins versants. Et ce sont les crêtes des montagnes et les dénivellations du terrain qui vont déterminer le sens de l'écoulement de l'eau. Puis, effectivement, ce qui délimite un bassin versant, ça va être ce qu'on appelle la ligne de partage des eaux, qui peuvent être, par exemple, une crête de montagne ou une colline, si c'est le point le plus haut qu'on a dans la région. Genre, est-ce que le lac des Nations, ce serait une crête? Parce que comme d'un côté, ça tombe vers la Saint-François, de l'autre côté, ça va vers la Magog, non? Si c'est réellement le cas, je t'avouerais, je ne suis pas allée regarder à ce plus. niveau-là. Est-ce que ça part dans deux directions différentes réellement, mais peut-être que ça se rejoint vers le bas, Ah, peut-être. vers la rivière. Parce que Ah, tout c'est va vers le fleuve Saint-Laurent ultimement, mais parfois ça peut prendre des détours. Donc oui, ça se peut que si on est à un endroit et que l'eau part à gauche d'un côté et à droite de l'autre, on est sur la ligne de partage des eaux. Parfait. Maintenant, je vais tester votre géographie du Québec. Donc, Ouh là là. Au revoir, je quitte préparez-vous. ce podcast. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez ouvrir Google Maps. Pour les personnes qui ça peut aider. Donc, d'abord, je donne l'information. Le Québec est composé de 4 grands bassins hydrographiques. Donc, on a celui du fleuve Saint-Laurent, la baie James, la baie d'Hudson et la baie d'Ungava. Donc, on a vraiment les 4 principaux bassins versants. Mais maintenant, imaginez un nuage de pluie qui se déverse sur la ville de Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on se situe sur la carte, premièrement? Oui! Pas du tout. Allez voir! Je suis perdu. On traverse les Laurentides, là, et ensuite, c'est un peu plus au nord. À Rouyn-Noranda, est-ce que l'eau va ruisseler vers la baie James puis la baie d'Hudson, ou plutôt vers le fleuve Saint-Laurent? Aucune idée. En vrai, je sais pas, ça a l'air d'être au milieu un peu. C'est pour ça que je pose la question. On est vraiment Pourquoi sur pas la les- ligne. Pourquoi pas les deux? Ben, au niveau, en fait, vos réflexions sont excellentes parce que à Rouyn-Noranda, précisément, on est sur la ligne de partage des eaux des 2 grands bassins versants. Et donc, si on est dans la ville, ça va aller vers le fleuve Saint-Laurent. Et donc, tout ce qui va jusqu'au lac Témiscamingue va passer par la rivière des Outaouais et se rendre jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Mais si on était un peu plus au nord, et donc au niveau du bassin du lac Abitibi, la rivière Aricona, pour ceux qui connaissent, donc entre Val-d'Or et Amos, juste un peu au nord de Rouyn-Noranda, et bien là, on va du côté de la baie James et de la baie d'Hudson. Donc, c'est fascinant de voir qu'à quelques kilomètres près, là, on va prendre une direction complètement différente. Si on en revient aux eaux de ruissellement, j'ai trouvé une étude qui a été publiée en octobre 2024 dans la revue Ecosystem Services par des chercheurs de la Colombie-Britannique qui se sont justement intéressés au potentiel de rétention des eaux de ruissellement par divers milieux naturels à l'échelle du Canada. Ils ont donc voulu cibler des milieux naturels qui jouent le plus grand rôle dans la prévention des inondations. Et ceci afin d'aider à la priorisation des mesures de conservation à l'échelle du Canada. Donc, pas un mandat facile. Et donc, à partir des données sur les précipitations, donc ils ont pris les données du mois qui recevait le plus de pluie pour chaque pixel de 240 mètres. Donc, quand même une échelle intéressante. Et ils ont considéré le dénivelé du terrain et ils ont ainsi comparé ce qu'ils ont appelé un indice de bénéfice du milieu naturel dans chaque sous-bassin versant. Et donc, pour chaque pixel, ils ont regardé dans le sens de l'écoulement de l'eau vers l'aval, est-ce qu'il y a des plaines inondables? Donc, est-ce qu'il y a des constructions humaines ou des territoires agricoles qui sont à risque d'inondation qui se situent dans le territoire du bassin versant? Et si oui, ça augmente la valeur de l'indice, c'est pour dire qu'il est d'autant plus important à protéger pour garder les caractéristiques du milieu naturel de rétention de l'eau. Où pensez-vous qu'ils ont trouvé la majorité des territoires les plus importants pour la prévention des inondations au Canada?
Très bonne question. Moi, j'aurais dit... Comment ça s'appelle au milieu du Canada? La chanson, là. En Saskatchewan. Mais je pense que c'est faux. Donc, voilà. J'aurais tendance à dire tout le long des rivières, rivières, fleuves, tous les cours d'eau techniquement, parce que ça serait sur tout le système, ça serait pas à des points particuliers, à moins que tu aies des points critiques qui servent comment on appelle ça, qui serveraient d'entonnoir. C'est pour contenir. Donc si on regarde la concentration des plans d'eau, des lacs et des rivières, effectivement, ça nous donne un bon indicatif. Ils ont trouvé que les zones avec le plus haut potentiel de rétention d'eau par kilomètre carré se trouvaient majoritairement dans le sud du Québec, où nous sommes, et au sud de la Colombie-Britannique. Donc, des zones très concentrées où est-ce qu'il y avait une carte jaune étant les zones prioritairement à conserver. On voyait que vraiment tout le sud du Québec se situait en jaune sur la carte. Puis, il y avait aussi certaines zones au Manitoba et en Saskatchewan. Donc, tu avais aussi raison. Quand même, après. Piouf, l'honneur est sauf. Juste une petite question, ça concerne au bout du compte... Enfin, ces zones-là, c'est pour tout le pays? Ça affecterait tout le pays ou ça affecterait juste les provinces? Ce serait un effet local au niveau du bassin versant, d'une rivière ou d'un lac, par exemple. Alors, dans ce cas-là, c'est que Mais ça... Pourquoi il n'y en a pas dans les autres provinces? Parce qu'il y a quand même de l'eau, il y a quand même des cours d'eau dans les autres provinces. À moins que je sois si nul que ça en géographie. C'est pas qu'il y en a pas, c'est qu'ils ont vraiment donné une cote à chaque territoire, puis ils ont sélectionné ceux qui auraient le plus d'impact s'ils étaient protégés. Donc, combien de personnes seraient protégées des inondations, c'est ça, combien de maisons, combien de terres agricoles. Ok, donc ça prend en compte la densité de population. Oui, tout à fait, parce qu'un milieu qui serait tout aussi important, mais qui n'est pas habité, n'aurait pas une grande valeur dans l'indice qu'ils ont calculé. Ok, merci de la clarification. Mais merci pour la question, parce qu'effectivement, c'est pas facile à comprendre la première fois. Donc, ils ont identifié des régions, donc ça peut être des territoires de forêt, de prairies, de milieux humides, qui avaient les priorités les plus élevées pour la conservation. Et ils ont déterminé que si on protège les régions de leur top 5% des sous-bassins versants, cela permettrait de protéger 54% des infrastructures, donc de la zone bâtie totale, et 74% des terres cultivées qui sont situées dans les plaines d'inondation et qui sont donc à risque d'inondation. Donc, vous pouvez vous imaginer un pixel dans les Laurentides qui aurait des effets positifs sur tout le reste de son bassin versant en aval, donc par exemple jusqu'à la rive nord de Montréal et ultimement jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Mais actuellement, il y a seulement 8% des régions identifiées par les chercheurs qu'ils considèrent comme prioritaires, qui sont désignées comme protégées. Et donc, des études comme celle-ci peuvent servir de levier pour inciter nos gouvernements à multiplier les efforts de conservation sur des territoires qui contribuent directement à la santé humaine. Une limite de l'étude, c'est tout de même qu'ils ont estimé le potentiel de ruissellement selon le mois qui reçoit le plus de précipitations, mais ils n'ont pas pris en compte le fait que les inondations peuvent aussi se produire lors d'une fonte rapide de la neige qui a été accumulée au cours de l'hiver. Et également, ça ne tient pas compte du fait que l'eau s'accumule en s'écoulant vers l'aval. Ils sont vraiment allés localement en fonction de la pluie, mais il y a tout l'effet d'accumulation également. Donc bref, il y a des études locales également réalisées pour implanter des mesures directes pour établir des meilleures recommandations. Il y a beaucoup de projets de recherche au Québec qui sont faits dans différentes universités, super intéressants. Mais moi, personnellement, je vais suivre les travaux de Mélanie Trudel, entre autres, qui est professeure au département des génies civils et génie du bâtiment de l'Université de Sherbrooke, qui fait partie d'un regroupement de 4 chercheurs qui viennent de recevoir le prix du scientifique de l'année 2024 pour leur contribution à la nouvelle génération d'une cartographie des zones inondables du Québec. Et donc, mettre à jour cette cartographie des zones inondables peut avoir beaucoup d'impact à différents niveaux. Et donc, on a hâte de voir les effets que ces travaux vont avoir. Félicitations à eux, en tout cas, pour ce travail-là. S'ils peuvent nous éviter les inondations du maxi annuel, ce serait vraiment le fun. Franchement, ce serait vraiment top. Tout à fait. Ah, et c'est vrai, là, il y a des inondations à cet endroit-là chaque année. Je fais pas mes courses là-bas, je peux pas savoir. Chaque année, ou presque. Merci pour ton sujet, je trouve ça super intéressant et ça fait écho, on a participé il y a quelques semaines maintenant de ça à NASA App Challenge qui a été organisé à l'Université de Sherbrooke aussi, et justement il y a des jeunes qui sont venus et qui ont créé une application pour prédire l'impact des pluies sur la rive nord de Montréal,
Et en fait, ça me fait vraiment écho parce que je me dis qu'il y a plein de jeunes qui sont en train d'entreprendre justement sur le sujet-là et sur l'impact des pluies au Canada et au Québec. Donc je pense que c'est vraiment un sujet qui a de l'avenir et que les projets de recherche vont que se développer à partir de ça. Donc je trouve ça super intéressant. Surtout quand tu vois que tu as des grosses agglomérations qui sont construites genre C'est ça. sur les points d'eau là, donc Montréal, Trois-Rivières, Québec, s'il y a des problèmes d'inondation, ça va se voir vite. Il y a des effets de cuvettes aussi, des habitations qui sont construites vraiment dans un creux, fait que les garages sont inondés. Il y en a qui ont été inondés à plusieurs reprises. Et quand tu sais combien tu payes ta facture, pas ta facture, mais ton assurance, c'est bon à savoir aussi. Merci beaucoup Marika pour cette chronique, très plaisant à écouter et très intéressant. On va donc se retrouver après une courte pause où donc Julie interviewera Gwen. Bon retour avec nous, nous allons donc pouvoir continuer avec l'entrevue. Je laisse donc la parole à Julie. Merci beaucoup Loïc. Donc encore une fois, bienvenue dans ce 41e épisode. Et bienvenue Gwen, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Merci à vous de m'avoir invitée. Alors Gwendoline est étudiante au doctorat en biologie cellulaire, mon alma mater, on est bien content, et responsable événementiel chez Parcours Est, et également étudiante entrepreneur. Donc ça fait quand même quelques chapeaux. Et on va tout de suite en parler plus en détail. Alors tout d'abord, on aime tout le temps commencer un peu par ça. Tu es à l'université de Sherbrooke parce que tu es étudiante au doctorat en biologie cellulaire. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur ton projet de recherche et comment t'en es arrivé à venir étudier ici en fait? Ok, donc moi je suis venue pour faire mon doctorat. Donc j'ai toujours été passionnée par les sciences et par la biologie et surtout les sciences humaines. Donc je me suis toujours dit que j'allais avoir un travail un jour en lien avec la biologie et le laboratoire. Et donc en faisant des petites recherches, je suis tombée sur le laboratoire de mon PI actuel, François-Michel Boisvert. Et dans son laboratoire, en fait, on étudie des variantes d'ubiquitine. Donc ce sont de petites étiquettes cellulaires qui viennent dire à vos protéines ce qu'elles doivent faire et où est-ce qu'elles vont aller. Donc pour vulgariser un peu mon projet, c'est ça. Et je pense que l'expertise de votre lab est dans une technique aussi vraiment particulière qu'on appelle la spectrométrie de masse. Peut-être c'est vraiment une technique quand même pointue. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette technique-là? Puis parce que c'est quand même la spécialité finalement de votre labo aussi. C'est ça, on est un peu les experts de l'étude de nos protéines dans notre labo. Et qu'est-ce qui m'a plu? C'est parce que c'est constamment en innovation, ça évolue chaque année, tous les ans il y a une nouvelle technique, un nouveau système qui sort. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a intriguée, de pouvoir tout le temps innover, mais avec la même technique de base. C'est quand même être créatif au final avec ta technique. Que pour un néophyte, tu peux expliquer la spectrométrie de masse? Qu'est-ce que c'est? Sur quoi, en fait, sur quel principe ça se base et qu'est-ce que ça donne? Parce que moi, ma référence actuelle, c'est genre NCIS habille dans le labo et ça lui donne des barres sur son PC. C'est pas mal ça. Des barres sur le PC. C'est ça. C'est exactement ça. C'est des barres, plein de barres de différentes tailles et de grandeurs qui arrivent. En fait, c'est vraiment une technique qui va venir t'indiquer quelles sont les protéines qui se trouvent dans ton échantillon. Parce que je pense que tout le monde sait, mais on est composé de protéines et de plus ou moins un certain nombre de protéines. Et le spectromètre de masse va pouvoir t'indiquer en fait de quel type de protéines tu es composé et souvent la quantité qui va avec. Ok, merci beaucoup pour l'explication. Donc ça fait un bon segue en fait, un bon lien avec la suite de l'entrevue parce que donc comme tu dis, la spectrométrie de masse est en innovation constante et ça te permet d'utiliser ta créativité. Donc on l'a dit également, tu es étudiante entrepreneur. Donc en plus de tes études, tu as développé un projet entrepreneurial. Est-ce que tu peux nous en dire plus à propos de ce projet? Exactement. Donc quand moi je suis arrivée ici, j'avais déjà un background en entrepreneuriat. J'étais déjà étudiante entrepreneur en France. Donc j'ai tout de suite voulu reprendre en fait ce côté entrepreneurial ici. Et donc avec une amie à moi, on a développé en fait Skinia. Et Skinia, c'est un équipement médical qui va être utilisable par le dermatologue et il va pouvoir l'aider en fait à diagnostiquer les anomalies de peau, mais également les cancers associés à la peau de manière générale. Ok, donc ça touche vraiment à l'accès aussi aux soins finalement. C'est ça. En fait, je pense que c'est un peu la complémentarité de mon projet. Moi, j'ai un projet très fondamental où j'étudie pas vraiment une cohorte de patients. Et en fait, avec ce projet entrepreneurial, ça vient coupler un peu ce manque que j'avais où je vais directement créer une solution à un besoin qui se crée dans le monde hospitalier. Super, puis je pense que vous avez quand même passé pas mal d'étapes maintenant avec
ta cofondatrice, Carla Marie. Donc, vous avez été lauréate, en fait, même l'année dernière. Je pense que pour ceux qui ont pu voir, on a vu une petite vidéo passer dans les Fort derniers jours de sympathique. vous deux, exactement. Donc, lauréate, en fait, d'un concours organisé par la FMSS l'année dernière, pour justement des pitchs entrepreneuriales. Et plus récemment, vous avez commencé à être incubé à l'A7. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur les jalons que vous avez pu passer avec ce projet? C'est ça. Donc en fait, notre projet entrepreneurial a juste débuté en mars dernier. Et en fait, c'est juste parti d'une idée, d'un constat en fait bête et méchant. Et on a dit, on va commencer à prendre des cours d'entrepreneuriat pour voir si notre idée peut grandir et peut voir le jour. Et en fait, au fur et à mesure, on a été contacté par différents programmes entrepreneuriaux. Et en fait, au fur et à mesure, on a commencé à se faire connaître et on a été contacté par l'A7 qui a créé un programme A7 Boost. Donc, c'est pour tous les étudiants entrepreneurs. Ils donnent des cours, des formations sous forme assez light où c'est l'étudiant, ils vont s'adapter à l'étudiant et c'est pas l'étudiant qui doit s'adapter à eux. Donc, ça nous permet en fait de faire la complémentarité entre thèse et étudiant entrepreneur. Oui, parce que j'imagine, on l'abordera un peu plus tard, mais que ça doit quand même être tout un sport de jongler entre ces différents projets-là. Et d'ailleurs, comment est-ce que vous avez fait peut-être pour aller chercher un peu les informations qui vous manquaient? Parce que là, vous êtes dans une application d'intelligence artificielle un peu qui utilise de l'imagerie, tout ça. Donc, c'est des choses qui peut-être sont un peu moins familières pour vous? C'est pas du tout notre domaine. L'IA, c'est vraiment très loin de ce qu'on fait actuellement au laboratoire. Et l'imagerie biomédicale, on s'y connaît un peu, mais c'est pas non plus les bases de notre doctorat. Comment on a commencé à créer notre réseau et rencontrer les personnes? C'est parce qu'en fait, y a des personnes comme toi qu'on a rencontrées, comme Amira, qui ont su directement nous mettre sur la bonne voie et en contact avec les bonnes personnes. Il ne faut pas rester dans son coin, il faut rester ouvert, à l'écoute de ce qui se passe dans le monde entrepreneurial. À Sherbrooke, ça commence à se dynamiser, ça commence à bouger. C'est sûr que c'est beaucoup la faculté de génie qui a mis en place ce type d'événement, mais maintenant la FMSS s'y met aussi. Et je pense qu'il faut profiter de chaque opportunité pour pouvoir y aller, discuter, juste un soir par semaine, voir des gens, les rencontrer. Et je pense que c'est ça. C'est ça qui fait que vous avez pu avancer autant que vous avez avancé. C'est ça. Et peut-être, est-ce que, du coup, tu dis que ça se dynamise à Sherbrooke et tout, mais peut-être sur le sens inverse, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont manqué ou qui vous manquent encore aujourd'hui, comme contact ou comme quoi que ce soit autour du projet? Comme je l'ai dit, c'est beaucoup la faculté de génie qui met en place ce type d'événement. C'est sûr que la FMSS, ça se démocratise un peu plus en ce moment, mais je pense que c'est ça au début qui nous a peut-être manqué, vraiment un partenariat un peu plus ancré et qui était déjà disponible pour nous quand nous on a commencé l'entrepreneuriat. C'est sûr aussi que rencontrer des spécialistes ou des médecins à l'université de Sherbrooke, c'est vraiment pas facile. mais on essaye. Et après, c'est peut-être aussi un peu un message pour nous dire qu'il faut peut-être pas que rester focusé sur le Québec, mais il faut aussi s'étendre. Parce qu'à un moment, c'est ça qu'on nous dit quand on pitch justement devant des investisseurs, c'est bien beau, tu veux vendre ton produit là au Québec ou au Canada, mais moi je vois sur le long terme, moi je veux que tu commercialises dans le monde. Donc faut pas avoir peur d'aller parler à d'autres personnes qui sont pas forcément de l'université ou du Canada. Il faut oser parler de son projet, de ses rêves et de ce qu'on a envie. C'est ça qui va te faire grandir et voir plus haut. Est-ce que tu penses peut-être que justement l'apport des gens plus externes, qui sont moins locaux, entre guillemets, amène vraiment une plus-value au projet? Parce Totalement. Que ça peut le... Totalement. Ouais. On est en contact en ce moment avec une équipe brésilienne. J'aurais jamais cru dire ça un jour, que potentiellement on allait faire quelque chose avec des personnes localisées au Brésil. Mais oui, je suis complètement pour ça. Il faut s'ouvrir et il faut partager son idée sans dévoiler la propriété intellectuelle. Évidemment. Mais il faut la partager, il faut en parler. Faut pas avoir peur de dire ce qu'on fait. Parce que quand tu as peur, c'est que tu sais pas ce qui se passe vraiment sur le marché. Donc, faut pouvoir en parler librement. Super, j'aime le message parce que c'est sûr que de toute façon, si t'en parles pas, tu pourras jamais t'adapter à ce dont les gens ont vraiment besoin finalement. Et peut-être pour revenir un peu à la genèse, entre guillemets, de l'entrepreneuriat, toi, pourquoi est-ce que ça t'a intéressé? T'as dit que tu l'avais déjà fait en France avant, puis là, tu remets le couvert. Ouais, en fait, tout a commencé avec ma meilleure amie en France, justement. On a suivi un cours d'entrepreneuriat parce qu'on ne voulait pas prendre des crédits pour un autre cours.
Le début a commencé comme ça. On peut tous relate à ça, on aime beaucoup. J'avais 22 ans, c'était OK. Et je pense que c'est vraiment pousser une porte juste parce qu'on voulait pas pousser une autre. Mais c'est OK de commencer comme ça, je pense. Ça se fait aussi. Et en fait, on a été drivé par le projet. J'ai aimé mon projet de recherche, j'ai aimé ce qu'on a développé. Et quand je suis arrivée ici, je me suis dit, oh, j'ai pas envie de perdre mes connaissances et j'ai envie de faire quelque chose. Et je sais que dans 4 ans, ça c'était il y a 2 ans, mais dans 2 ans, quand j'aurai fini ma thèse, je veux pas continuer forcément en laboratoire. Je veux faire quelque chose d'autre, je veux aller dans le monde entrepreneurial, je veux aider des gens, je veux pouvoir aiguiller et développer aussi mes idées. Et donc je me suis dit, il faut que je continue dans ce domaine-là. Super, puis c'est quoi les buts que tu vois ou quel but est-ce que tu aimerais atteindre avec ce projet-là, que ce soit dans 2 ans, dans 5 ou dans 10 ans, en tout cas, comment est-ce que vous voyez la suite? Moi, j'aimerais bien pouvoir vendre ce qu'il y a, prototyper, le breveter, peut-être pas aller jusqu'à la commercialisation finale, mais laisser quelqu'un d'autre le faire, pouvoir revendre justement le brevet. Ça serait vraiment dingue. Si j'arrive à voir ça, là, ça serait vraiment dingue. Et même si c'est pas ce qu'il y a et que c'est un autre projet, c'est OK. Je suis complètement OK avec ça. Et qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est un jour, peut-être dans 10 ans, j'aimerais pouvoir rendre tout ce qu'on nous donne actuellement. Je pense que je sais la chance que j'ai d'être là aujourd'hui et d'avoir toutes ces opportunités qui s'offrent à moi. Et j'aimerais pouvoir un jour dire à un étudiant qui est en face de moi, je vais t'offrir les mêmes choses qu'on a pu m'offrir pendant ma thèse, pendant ma croissance, mon développement entrepreneurial. J'aimerais pouvoir redonner ça en fait. C'est un super beau message, puis c'est quelque chose qu'on voit aussi quand même parmi les fondateurs, je pense assez généralement, que quand ils arrivent à obtenir justement ce Graal un peu entre guillemets, là, de soit la vente ou n'importe quel exit, on appelle ça une sortie. Donc ça peut être aussi une intégration en bourse par exemple. En tout cas, il y a plusieurs genres de sorties, mais quand ils arrivent à obtenir ça, c'est rester impliqué dans cet écosystème pour pousser d'autres projets, puis essayer vraiment de faire mousser l'entrepreneuriat. Mais au final, ce que je trouve aussi vraiment intéressant, puis dans ton cas spécifiquement, Gwen, c'est qu'on voit aussi que c'est très lié à tout le côté social, puis tu sais, aux relations que tu te fais, aux personnes que tu rencontres. Tu parlais de ta meilleure amie, là, tu as cofondé Skinia avec Carla. Exact. Donc, ça montre aussi que, tu sais, c'est des projets que tu peux faire pour le fun, puis qui peuvent vraiment devenir quelque chose au final. Exactement. Je pense que, je le dis tous les jours à Carla, là, que c'est ma meilleure partenaire et que elle est vraiment mon opposé, mais je pense que dans un projet entrepreneurial, pour avoir les opposés, pour avoir un bon projet entrepreneurial qui marche bien, souvent les opposés, ça marche. Il faut contrebalancer, il faut que quand une est un peu plus bas, et l'autre reprend, et ainsi de suite en fait. C'est vraiment ça, surtout en plus quand on fait un doctorat à côté, il faut vraiment tout le temps être dans la motivation, mais 2 personnes motivées, c'est pas forcément... tous les jours comme ça, malheureusement. On aimerait, mais tu sais. Ouais. Mais je pense que c'est ça, avoir un bon partenaire, ça marche toujours. Super. Puis on parlait justement un peu du réseau. À quel point est-ce que tu penses que ça joue dans le développement d'un projet? Énormément. C'est arriver à un point où quand on tient un stand ou qu'on va pitcher et qu'il y a quelqu'un qui dit « Ah, j'ai déjà entendu parler de vous, vous faites ça », sans même avoir pitché en premier. Et on lui dit « Ah, mais tu nous as entendu où ?» Il a dit « Ah, je vous ai vu passer sur tel et tel site. Quelqu'un m'a parlé de vous par rapport à l'asset ou d'autres choses. » Là, c'est vraiment important, son réseau. Je pense que je ne m'en rendais pas compte avant d'arriver ici au Québec. Et je pense que c'est aussi la mentalité. En France, c'est très différent. On ne nous parle pas de réseau avant de rentrer dans le monde du travail. C'est vraiment très études scolaires. Tu fais ta vie à la bench. Mais ici, en fait, ton réseau, c'est super important et c'est ça qui va te permettre de décrocher un travail quand tu vas sortir. Enfin, c'est ce que j'espère. Mais c'est vraiment... C'est la meilleure des choses à faire. Quand tu commences à être invité à des événements entrepreneuriaux qui sont même plus dans ta ville, à Sherbrooke, mais à Montréal ou ailleurs, c'est là où tu te dis « Ah, c'est qu'on a entendu parler de moi. C'est que j'ai peut-être un petit impact dans l'écosystème entrepreneurial. » Puis c'est toujours cool, d'autant plus quand on fait de la recherche fondamentale.
Peut-être une dernière question sur le côté entrepreneurial comme ça. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui aimeraient ça se lancer. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces étudiants, le plus probablement possible des étudiants qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu leur dirais? Par où commencer? Alors, il faut jamais hésiter. Et toute idée est bonne à prendre. Il n'y a pas d'idée bête. S'il y a une idée, si tu y as pensé un jour, c'est parce qu'il y avait peut-être un besoin. Toi, tu en avais besoin. Si toi, tu en avais déjà besoin, c'est qu'il y a déjà un marché. Je pense que c'est ça. Et si tu veux vraiment commencer l'entrepreneuriat, il faut des bases. Et pour avoir des bases ici, ce qui est bien, c'est QCES. C'est le programme d'entrepreneuriat québécois. C'est quelques semaines de formation de manière hebdomadaire. C'est entre midi et 13h. Et c'est très bien pour avoir les bases et c'est ce qu'il faut pour commencer à maturer son projet. Super, merci beaucoup pour ces conseils. Un petit clin d'œil du coup à l'équipe de V1 Studio chez qui j'ai travaillé puis qui run ce programme-là. Merci beaucoup Gwen. On finit cette entrevue avec la question qu'on pose à tous nos invités. Comme tu sais, Bistro Brain a fait de la vulgarisation scientifique. Selon toi, quelle place devrait avoir la vulgarisation scientifique dans la société? La première place. C'est, je pense, dans mon domaine, en plus on est en recherche fondamentale, on est en train de nous apprendre à comprendre pourquoi c'est important de vulgariser. Et je pense qu'il ne faudrait pas nous apprendre à comprendre pourquoi, mais il faudrait nous apprendre à vulgariser complètement notre projet. On a encore un peu de mal sur certaines choses, mais je pense que c'est vraiment nécessaire de faire partager notre recherche à tout le monde et pas uniquement à notre voisin chercheur. Un grand merci, je pense qu'on est bien d'accord avec cette conclusion sur la vulgarisation. On offre des formations pour ça, puis on espère continuer encore longtemps à former les étudiants gradués justement à cette vulgarisation qui est si importante pour tout le monde. Merci beaucoup encore Gwen d'être venue avec nous, et puis j'espère que tu as apprécié ton temps ici. Merci à vous, c'était vraiment top. Merci Gwen, merci Julie pour l'entrevue, ça a été très plaisant de vous écouter discuter. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés pendant cet épisode. Merci à Marika pour ta chronique. Ça fait plaisir. Pour ce qui est des prochains événements Bistro Brain, donc d'ici le prochain épisode, donc pour nous ça sera le 25 mars et donc le 4 avril à peu près pour la publication. Il y aura le 5 mars au Bocquet-Bière la femme en sciences, j'espère que vous serez très nombreux à cet événement. Le 19 mars on aura santé mentale jeunesse au Boc à 17h encore. Et le 2 avril, Agir pour le climat au Bocquet-Bière encore à 17h. Pour ce qui est de Montréal, on aura le droit le 12 mars à Santé et réadaptation au pub de l'Île Noire à 18h. Et au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode.